On a vu le rôle joué par l'Union africaine et surtout les présidents africains dans la chute de Muammar Kadhafi. On essaie de voir également quel rôle justement les Africains peuvent jouer dans la résolution de la crise actuelle en Libye. David, ce qui est ahurissant, c'est qu'on n'entend pas les Africains, qu'on organise des conférences, des réunions sur la Libye à Paris, encore à Munich et autres. Et on voit les Africains qui sont restés complètement le bec cloué. On se pose des questions. Est-ce que vous avez un poids? Est-ce que l'Afrique représente quelque chose dans les sphères de décision internationale? Quand l'Union africaine n'a plus à être invitée, puisqu'elle s'est alignée derrière le président français qui avait commencé la guerre pour déloger Kadhafi. L'Union africaine n'a jamais dénoncé ou condamné l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Je ne sais pas s'ils l'ont fait après, mais elle n'a jamais fait. Et donc, à quoi ça servira d'inviter la représentation africaine à des réunions quand on sait que vous ne décidez de rien, quand on sait que vous n'avez aucune force, aucune puissance pour décider? Ce n'est pas l'Afrique qui a fait partir Kadhafi. Et donc, notre institution commune à nous, cette Union africaine, n'a pas de valeur que de son nom. Ça s'arrête là. Et donc, c'est triste. J'ai vu comment l'Union européenne avait été appelée en rescousse lorsque la Grèce avait eu un déficit économique. Oui. Et lorsque les pays Balkans étaient entrés en guerre, la Yougoslavie, tous ces petits pays-là qui composaient la Yougoslavie dans le temps, qui étaient entrés en guerre pour avoir leur indépendance. On avait vu dans le temps, c'était la communauté européenne qui avait réagi, qui avait réagi et qui, à un moment, a dit c'est bon, on arrête, il faut que vous arrêtez cette guerre parce qu'elle a fait trop de dégâts. La guerre, la paix leur a été imposée et la guerre était finie. Les petits pays qui réclamaient leur indépendance, ils sont partis. La Slovénie, la Slovaquie, les petits pays là, tout le monde a pris son indépendance, la Macédoine et tout ça là. Chacun a pris son indépendance. Et aujourd'hui... Et récemment, la guerre, là, même entre l'Arménie et cet État-là, même voilà. On a vu la réaction. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la puissance d'une organisation régionale. Quand vous avez le droit à la parole, on vous la donne. On vous donne la parole. Quand vous n'avez pas le droit à la parole, on vous la retire. C'est comme ça que ça se fait. C'est ce que subit l'Union africaine, où à la réunion d'Allemagne, l'Union africaine n'était pas là. Et donc après, on dessine le plan de paix et on vient l'imposer, on vient le construire en Libye. C'est triste qu'on en soit arrivé là. Et quand Fimet disait qu'il faut des États forts avant d'avoir la démocratie, je me retrouve un peu en contradiction ou en opposition avec lui. Parce que après 60 ans d'indépendance, j'estime que nos États doivent être des États forts. Si vous avez la volonté de construire un État fort, des pays ont réussi à construire un État fort après 60 ans d'indépendance. Mais aujourd'hui, quand vous faites le tour, c'est les pays francophones qui posent problème. La démocratie, elle est bien installée dans les pays anglophones. Au Ghana, vous ne me direz pas que la démocratie n'a pas droit de citer. Après 2 mandats, vous videz le plancher. C'est ce qui est dit là-bas. Aucun président ghanéen n'a jamais changé une seule virgule de la Constitution. Quand vous allez en Gambie, après le départ de l'ancien président, aujourd'hui, c'est la démocratie. Il va faire 2 mandats, il partira. Vous avez le Libéria, et la dame là, Johnson Sirleaf, elle est partie. 2 mandats. Mais venez en Afrique. Les exemples sont légion. Venez un peu chez nous. Vous prenez la CEDEAO, il y a 3 pays têtus. Vous allez en Afrique centrale, n'en parlons même pas. Là-bas, c'est le nid de la dictature, le nid du tripatouillage. C'est presque un royaume. Voilà. Ouais. Et donc, pourquoi vous voulez un État fort? Dans ces conditions, on ne peut jamais avoir des États forts pour aller construire une démocratie. La démocratie qu'on a en Afrique, elle était la bienvenue. Mais aujourd'hui, des dirigeants ont réussi à lui couper les pieds. Paul Biya, qui fait 40 ans, bientôt au pouvoir. Je me demande, David, si lui-même arrive à diriger le pays. Non, il ne connaît même pas ses ministres. Je vais vous parler de lui tout à l'heure. Sassou Nguesso qui est là,
qui change la constitution comme il veut. Ouattara à côté qui dit je nomme un dauphin, le dauphin meurt, il dit je ne peux plus nommer de dauphin parce que il faut que je revienne. Comment vous pouvez bâtir une démocratie dans ces conditions-là? Et donc tous ces pays africains, personne ne leur accorde d'importance. Et quand il faut prendre des grandes décisions, on appelle la France, on appelle les États-Unis, on appelle peut-être la Russie, on dit bon voilà la Libye, qu'est-ce qu'on décide? Et c'est les Blancs qui décident à notre place. Ouais. C'est triste pour nous, mais bon, voilà la réalité. Certains pays arrivent quand même à émerger du lot. Aujourd'hui, le Bénin, par exemple, vous faites 2 mandats, vous quittez le Burkina Faso, vous faites 2 mandats, vous quittez la Guinée la dernière fois. Au moins chez nous, on a réussi à imposer 2 mandats à partir de l'actuel mandat du chef de l'État. Ça veut dire qu'en 2030, c'est ça, il partira. Mais pourquoi les autres ne veulent pas suivre la cadence? Les Français l'ont fait. Aujourd'hui, regardez là où sont les Français. Les États-Unis l'ont fait. Ils ont, aux États-Unis, pour bâtir cette démocratie, il y a eu plus de morts aux États-Unis que toute l'Afrique réunie. Dans le combat pour l'acquisition, pour avoir la démocratie. Les gens ne voulaient pas la démocratie. Les sécessionnistes ne voulaient pas la démocratie. Ils ont mené une guerre de sécession contre les démocrates. Pendant des années, il y a eu une guerre civile qui a tué des millions d'Américains. Mais au bout, tout le monde s'est dit, voilà ce que nous voulons. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous parlez de Capitole, de Maison Blanche. Nous serons fiers quand on parle de notre Assemblée nationale en termes de puissance politique de notre présidence. Maison Blanche. Voilà. Mais on n'en a pas. On n'en a pas. Et c'est ce qui fait que on est à un moment, on est triste, on est dedans, oui. Comment les autres ont fait pour en arriver là? Il faut qu'on suive aussi la cadence. Firmin, même question à vous. Je me souviens de cette guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et on a vu la position de l'Union africaine, comment l'Union européenne, j'allais dire plutôt, s'est dépêchée aux cheveux de ces 2 pays. Finalement, les Africains ne réagissent pas pour l'histoire de la Libye. Non, je ne sais pas si vous vous rappelez la guerre d'Ukraine en 2014. La Russie faisait partie du G8. On parlait du G8 à l'époque. À l'époque, avant, c'était G7. C'était G7. Après, on parlait de G7 plus la Russie. À un moment donné, on parlait de G8. Donc, on a intégré la Russie. Maintenant, quand Sarkozy est arrivé, c'est lui qui a créé le G20. Vous imaginez. Maintenant, en 2014, quand il y avait eu cette guerre d'Ukraine, on parlait, tout le G7 parlait à la Russie, on demandait à Vladimir Poutine de cesser cette bêtise politique-là, que c'était pas une bonne chose, tout ça là. Donc, l'Union européenne, toute la communauté nationale était derrière l'Ukraine, et on a dit, monsieur, changez de position. Donc, Vladimir Poutine a dit, niet, je maintiens ma position. Et on l'a exclu du G8. Là, on a vu les sanctions également. On a vu d'autres sanctions qui ont suivi. Ça veut dire que toute la communauté européenne s'est mobilisée derrière la victime en quelque sorte. Donc ça veut dire toute la communauté européenne, l'Union européenne, a pu mesurer la souffrance de ce peuple ukrainien. Elle a des moyens. Mais ici, regardez en Afrique. Là, c'est comme nos organisations sous-régionales ou continentales n'existent même pas. Elles ne se prononcent même pas lorsqu'on a besoin d'elles. C'est bizarre. Je me rappelle, lorsque Kadhafi... C'est quoi? C'est la phobie. Tout à l'heure, David parlait de ces pays africains, surtout francophones. Ça ne va pas. Mais dans le cas de la Libye, on n'a pas senti également, à part l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, on n'a pas senti également les pays anglophones. Non, je me demande, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jour où Kadhafi mourait, le 20 octobre 2011, si vous vous rappelez, si vous avez suivi la télévision, sur les chaînes internationales, la réaction des Africains, ça a été tellement timide. Aucun chef d'État n'a pu condamner la mort ou l'assassinat de Kadhafi. Aucun chef d'État n'a pu condamner. Moi, je me rappelle, Sarkozy lui disait, bon, je ne peux jamais se réjouir de la mort d'un homme. Ah oui, il a parlé. Il a parlé. Mais aucun chef d'État n'est venu devant, nous sommes positionnés devant les écrans pour dire, non, nous condamnons avec véhémence la mort de Kadhafi. C'est pour cela que je parle de peur. Non, on a peur, parce qu'on a peur. Parce qu'à l'époque, Sarkozy faisait vraiment peur. Ouais. Vous ne faites pas attention, il vous dégomme. il vous dégomme. Mais c'est vraiment ulissant. Mais peut-être on peut se rappeler que, en réalité, la plupart des organisations sous-régionales se sont inspirés peut-être des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Donc l'esprit, on ne l'avait pas.
quand les Kwame Nkrumah ont commencé, c'était parce qu'il y avait les États-Unis d'Amérique. Or, les États-Unis d'Amérique avaient une histoire. Et ils se sont battus avant de construire les États-Unis. À l'époque, il y avait 13 États. 13 États se sont constitués. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine. Mais là, il y avait tout un esprit derrière. Les Africains, ils ont commencé avec les États-Unis d'Afrique. Ça n'a pas marché. Après, on est venu au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas le même esprit. Les Américains avaient un même esprit. Les Africains n'ont pas ce même esprit-là. Ils ne savent pas là où ils vont. Les Américains construisaient une nation. Et Donald Trump est venu tout de même dire Make America great again. Vous imaginez, Obama lui dit yes, I can ou we can. Vous imaginez, ils ont un esprit. Les Africains n'ont pas d'esprit, n'ont pas cet esprit-là. Donc on a construit des organisations sans esprit, sans vision. On ne sait pas exactement là où nous sommes en train d'aller. Donc on construit des organisations et on n'a pas de moyens. L'Union africaine, on l'a toujours répété ici, lorsqu'il s'agit de lutter contre l'insécurité, d'avoir la paix, d'avoir des projets à développer. Il faut tendre la main à la Chine, il faut tendre la main à l'Union européenne, il faut tendre la main aux États-Unis, au Japon, ainsi de suite. Et lorsqu'il s'agit maintenant de se réunir pour décider de la vie de ce continent, vous, qu'on va vous appeler? Vous savez, c'est la conférence de Berlin qui se poursuit toujours. Hein. C'est-à-dire, il y a des Occidentaux qui vont se réunir quelque part et on décide de votre vie sans vous. On décide de la Libye sans les Africains. On décide des Libyens sans les Africains, sans l'Union africaine, sans la CEDEAO. C'est incroyable. La conférence de Berlin, ça se poursuit jusqu'à présent. C'était en 1884, non? Ça se poursuit. La conférence de Berlin est toujours d'actualité parce que les Africains ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. On ne sait pas comment on a construit l'Union africaine. On ne sait pas comment on a construit la CEDEAO, la CEMAC. On ne sait pas là où on va. C'est grave. Donc c'est pour cela que quelquefois, moi je ne suis pas de ceux qui accusent souvent les Occidentaux pour dire vous nous volez, vous non. Parce que nous-mêmes, on n'est pas encore stable. On est à l'ère de l'émotion. Et je sais pas, petit, du jour au lendemain, on va en être délivré. On va terminer par le Togo et ses déclarations enthousiasmantes de la chef du gouvernement togolais, Madame Victoire Tombéga, après la riposte sanitaire, Tombéga plutôt, après la riposte sanitaire contre le Covid-19, la chef du gouvernement togolais, Victor Tombéga Dogbe, affirme que c'est désormais le temps de la relance de passage à Paris pour le forum du Conseil français des investisseurs en Afrique qui s'est tenu le 1er juin 2021. La première ministre togolaise a évoqué les ambitions du Togo afin que les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté au nord, avec les menaces djihadistes du Sahel et d'autres. Elle a également parlé de cela. Mais ce qui nous intéresse, David, c'est cette riposte et c'est cette déclaration, je l'ai déjà dit, enthousiasmante. Déjà, nous aurions été très heureux d'accueillir cette sortie de Madame la Première ministre, cette déclaration. Nous aurions été très heureux qu'elle l'ait faite ici. Chez nous, sur nos terres, parce que c'est ici que la décision de la riposte avait été prise par le gouvernement. Mais elle choisit Paris pour aller dire aux Français que la riposte est finie au Togo et que le Togo rentre dans la relance. Je ne la condamne pas pour ça. Sauf qu'en tant que patriote, j'aurais aimé que ma chef de gouvernement dise là devant les médias que nous représentons ici. Alors là, fini la riposte ne veut pas dire que le Covid est fini. Hein. Il faut que les Togolais comprennent ça. Il faut faire attention, sinon nous risquons de tomber dans une situation qui pourrait nous échapper. Fini la riposte sanitaire voudrait dire que les restrictions qui ont été imposées au début vont être relativement relâchées. Et que nous pouvons continuer de respecter et d'adopter les gestes barrières en restant dans le sens de la protection de soi d'abord et de la protection de son entourage. Alors la reprise de la relance viendra maintenant apporter les solutions à cette crise sanitaire qui avait frappé le Togo et le monde entier. Et c'est dans ce processus-là que le chef du gouvernement était à Paris pour participer à cette réunion organisée et qui a réuni les ministres et les chefs de gouvernement des pays qui ont été invités. Nous en sommes très fiers et qu'aujourd'hui cette déclaration soit officielle, puisque la voix du Premier ministre est officielle. Sa déclaration relancera véritablement le débat
au sein de la société. Et il serait bien que le comité qui gère la Covid puisse véritablement aussi informer les Togolais de l'état de la situation actuelle dans la lutte contre la Covid. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, les Togolais peuvent s'estimer en tout cas protégés contre cette Covid? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'il faut? Afin que la population soit tenue informée des nouvelles dispositions et du contenu officiel de la déclaration de Madame la Première ministre. Pour gérer la crise du coronavirus, il a fallu beaucoup de pragmatisme et d'agilité. Les résultats sont là. Aujourd'hui, il faut le souligner, ce sont les déclarations de Madame. Oui, elle s'en réjouit, mais je pense que c'est une réaction qui me fait un peu peur. Si on la partage dans la masse, peut-être les gens vont se dire David a mis la nuance entre la riposte et la fin de Covid. Donc, peut-être elle devrait dire ce n'est pas encore la fin de Covid, mais nous sommes dans la relance. Elle devrait dire ça, ce n'est pas encore la fin de Covid, mais nous sommes dans la relance. C'est-à-dire la fin de la riposte, beaucoup ne veulent pas comprendre ça. Parce que tout ce qu'elle a dit là, en parlant de pragmatisme, ça témoigne de l'effort de tout un chacun, de toutes les populations, des autorités, de tout le monde, de toutes les couches. De toutes les couches. C'est l'effort que nous avons fait qui a produit ce résultat-là aujourd'hui. Si le nombre de morts aujourd'hui est limité, est scotché à 132, si le cas de contamination a considérablement baissé et ne flambe plus trop, donc c'est parce que les Togolais ont compris que ensemble on pouvait mener cette lutte-là, on pouvait mener ce combat et le gagner. Et nous sommes en train de mener ce combat. Nous avons gagné une partie. Nous avons gagné la bataille, mais pas encore la guerre. Non, il faut rester dans cette dynamique-là. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en France et tout ça, ça baisse un peu. Nous aussi, ça baisse un peu à notre niveau. Même la population doit savoir que ce n'est pas encore la fin de coronavirus au Togo. Ça, on doit le savoir. Ce n'est pas encore la fin de coronavirus. Parce que les efforts que nous avons menés jusqu'à présent, nous devrons les poursuivre. Le port de masque, ça, nous devons toujours le poursuivre. Très important. Très important. Le lavage des mains. Ça, on doit toujours poursuivre ça. Quand nous venons ici, avant de monter ici à cette antenne, il y a du gel hydroalcoolique, on nous l'impose. Ça, c'est quelque chose. Arrivé ici, même vous en avez. On en a. Au studio, quand vous allez dans certaines structures médias, il y a toujours ce genre de choses. Mais dans nos structures, dans nos services, aussi privés que publics, non, il faut que les efforts se poursuivent. Parce que ce que l'OMS est en train de dire là, qu'on ne donne pas raison à l'OMS dans les jours, dans les mois à venir. Il faut qu'on traite toujours cette question avec beaucoup plus de sérieux, qu'on soit encore dans cette dynamique-là, même s'il y a un peu de relâchement. Mais qu'on sache que ça finira un jour, que nous ayons un mental fort, que nous ne soyons pas découragés, mais que nous disions ça finira un jour. Moi, j'aurais aimé que la dame Premier ministre parle plutôt de ce n'est pas encore la fin du coronavirus, mais nous sommes aujourd'hui dans la relance. Mais parler de relance, c'est la question qui m'intéresse. C'est quoi concrètement pour éclairer nos chers amis pour éclairer quand on parle de relance, on a vu ça aux États-Unis, on a vu ça en Europe. Il y a des plans qui ont été adoptés, il y a des plans Marshall. Parce que les plans Marshall, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, c'est une guerre sanitaire. Aux États-Unis, on a parlé de plan Marshall, où on a octroyé de petites aides à tous les Américains. Il y a des gens qui ne paient plus de loyer, même jusqu'à présent, qui ne paient toujours plus de loyer, parce qu'ils sont soutenus par le gouvernement américain. Il y a ce plan-là à coût de milliards de dollars pour soutenir les ménages, pour soutenir les entreprises. Maintenant, en Europe aussi, il y a l'Union européenne qui a adopté un plan pour venir en aide à tous les États en difficulté. Parce que les États n'ont plus de liquidité. Il y a beaucoup d'États qui n'ont plus de liquidité. Macron, aujourd'hui, qui a besoin de sous pour pouvoir organiser ces élections en 2022. Parce que tout le programme qu'il avait concocté, tous ces projets, il n'a pu les réaliser parce que l'argent qui était dans la caisse, la plupart ont servi à gérer le coronavirus. Donc, Paris aussi a envoyé son plan de relance à Bruxelles pour être financé, que ce soit les autres pays, Allemagne, Italie, tous ces pays-là ont conçu des plans de relance. Mais ici, en Afrique, quels sont nos plans de relance?
Ce n'est pas une question de, se dire bon, les entreprises, on va baisser un peu vos charges fiscales et puis on va créer coronavirus. Mais il faut qu'il y ait un plan global de relance et que tout le monde se retrouve dans ce plan-là. Et là on parlait de relance. Madame Dogbé, c'est bien qu'elle parle de relance, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais que ça ne soit pas creux, que ça ne soit pas un plan creux, mais que ça soit un plan bien chiffré, un plan bien détaillé qui prenne en considération toutes les couches, toutes les considérations. Et elle a parlé de relance, comme Firmin l'a dit. Cette relance tendance togolaise, comment elle sera? C'est la même relance. Il y a eu... comment ils ont appelé le programme financier là, où ils donnaient 7 000, 10 000 euros. Novici? Il y a eu Novici, c'est une forme de relance. Mais aujourd'hui... Ça va revenir encore? C'est le souhait de tous les Togolais. C'est le souhait de tous les Togolais. On parle de relance, mais au même moment, on impose des taxes. On augmente des taxes. Les péages ont été augmentés. L'OTR a sorti une taxe sur les véhicules. Moi, on me demande de payer 15 000 francs l'année pendant la période de la Covid où toutes les activités sont bloquées. Il y a des taxes qui ont été imposées aux Togolais. La relance, elle viendra d'où? De quel type de relance parle Madame le Premier ministre? La relance. Peut-être qu'arrivée à Lomé, elle va pouvoir élucider la presse. On a vu ailleurs comment des États étaient disponibles pour leur population. Je crois que la Covid, elle a été un virus qui a bloqué tout le monde. Et des États ont même allégé, ils ont même stoppé le paiement de certaines taxes. Mais c'est pendant cette période-là qu'au Togo, on a choisi pour augmenter les taxes. Le prix du maïs aujourd'hui, quand on vous donne le prix du bol du maïs, la conséquence directe, c'est l'augmentation du carburant. C'est l'augmentation des frais de péage. C'est l'imposition de ces taxes. Donc vous voulez parler de propos antipaux de la réalité. C'est le constat qui est fait. C'est pas moi qui le fais. On n'impose pas les taxes en parlant de relance. Parce qu'il faut que les sociétés travaillent pour avoir de la rentabilité financière qui va être injectée dans la relance économique, sociale, etc. Mais aujourd'hui, regarde, prenez le monde culturel du Togo. Combien, depuis la Covid, aucun spectacle, aucun concert, aucun événementiel, rien. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, tout est bloqué. Alors que des gens vivent de ce secteur-là. Et aujourd'hui, ils sont bloqués. On nous parle de relance parce qu'on dit fini la riposte. Mais oui, il y a une riposte. Il y a eu des conséquences de cette riposte-là. Comment le gouvernement peut aider à trouver des solutions à ces conséquences-là? Des entreprises ont fermé. Des gens sont à la maison. Moi, le secteur professionnel dans lequel je suis, j'ai une agence de communication. J'ai subi la Covid en plein. Je suis maître de cérémonie. Je suis organisateur d'événementiel. Je suis dans le culturel, je suis dans le professionnel. J'ai subi la crise sanitaire. Mais est-ce que l'État m'a fait une proposition pour m'aider à me relever? Non, on m'impose plutôt. Et c'est le cas de tout le monde. Allez voir les artistes, allez voir ceux qui vivent des événementiels au Togo. Parlons de relance, oui, mais proposons des pistes de solutions aux foyers, aux sociétés qui ont subi cette riposte-là. Oui, Firmin, la relance, hein, Madame l'a dit, c'est une bonne chose, mais on attend les actes concrets. Bien évidemment, quand on dit le Togo est une terre d'investissement, c'est ça, on dit terre d'investissement, bien sûr. Le Togo est une terre d'investissement, c'est ce qu'on dit. On dit les investissements étrangers ont augmenté ces derniers mois au Togo. C'est une très bonne nouvelle. Personne ne veut le contraire. Pour son pays, autant on investit dans le pays, autant il y aura de l'argent qui va circuler. Mais ce que nous regrettons, c'est que l'argent ne circule pas. Moi, j'ai lu un peu le titre de Focus Info, la une de Focus Info ce jeudi. Non, oui, c'est Focus Info cette semaine, hein, ou la semaine passée. Aujourd'hui, on dit vie chère. Les Togolais inquiets.
C'est le titre, ça. C'est vie chère, les Togolais inquiets. Est-ce que madame, je n'allais pas dire la première ministre... On en a parlé même dans Regard croisé. Hein, oui, est-ce que le Premier ministre Dogbé, Victoire Dogbé, est-ce qu'elle en est consciente? Est-ce qu'elle en est consciente? Quand on parle de relance, et au même moment, il y a la vie chère, il y a la vie qui est chère. Dans des situations difficiles, l'État doit injecter de l'argent. Dans des situations difficiles, on n'impose pas. Dans des situations difficiles, on ne crée pas de nouvelles taxes, on ne crée pas de nouveaux impôts, on n'impose pas. Il n'y a pas de nouvelles impositions. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas relancer les activités. On relance les activités avec quoi? Avec de l'argent. Je rappelle toujours la crise grecque, la crise mondiale en 2008. Oui. Mais en France ou aux États-Unis, l'État a dû recapitaliser les banques. A dit les banques qui n'avaient plus de liquidité. L'État a été obligé de mettre de l'argent dans ces banques. Et là, des sociétés qui n'avaient pas de liquidité, l'État a été obligé d'injecter de l'argent dans ces sociétés-là. Parce que le pouvoir d'achat ne doit pas baisser. Parce que quand le pouvoir d'achat baisse, c'est la croissance qui baisse. Aujourd'hui, nous sommes en train d'applaudir que les choses, ça commence par se décanter un peu au Togo, oui. Ça évolue un peu au Togo. Et nous voudrions que la croissance au niveau du Togo, ça augmente. Que ça dépasse 5%, 6%, 7%. Mais on ne peut pas construire une croissance forte si le pouvoir d'achat est toujours faible. Donc c'est ce que moi je voudrais dire à madame le Premier ministre. C'est-à-dire, quand on parle de relance, il faut mettre de l'argent dedans, de façon très banale. Mettez de l'argent dans la relance et touchez tous les secteurs. Les sous. On attend les sous. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de secteur culturel, comment on peut... Ailleurs, la culture, c'est des milliards. Ça rapporte, ça tourne. Les artistes viennent, on vend des tickets, on loue des salles. Les journalistes sont là. Les artistes sont là pour prester. Il y a les hôtesses. C'est de l'argent qui tourne. L'industrie culturelle, elle est à terre au Togo depuis 1 an. Les artistes veulent prester, mais ils ne prestent plus personne. Ne laissent plus personne, personne n'organise plus d'événements. Les maîtres de cérémonie que sont David, ils n'ont plus de marché. Or, quand David prend, c'est le pouvoir d'achat qui augmente. Il augmente. Ça impacte son ménage. Ça impacte son environnement. Son entourage. Son entourage. Donc, moi, je me dis, quand on parle de relance, c'est une question d'argent. On ne peut pas parler de croissance si l'argent ne circule pas dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer dans le pays. Mais il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Il faut que l'argent circule. Il faut injecter de l'argent dans la masse. Oui, il reste 2 minutes. Elle a également parlé des doses. Nous avons réussi à recevoir des doses à travers le mécanisme COVAX et des dons. Au total, nous avons reçu 722 000 doses et 300 000 Togolais sont déjà vaccinés. Comment encourager également ces Togolais, le reste de ces Togolais, à aller se faire vacciner? Il faut leur expliquer le bien fondé. Les gens sont dubitatifs. Fumet, tu as fait ton vaccin? Non, pas encore. Il n'a pas fait parce qu'il est dubitatif. Il n'est pas encore convaincu. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites après. Quand vous prenez le vaccin, vous mourrez. Oui. Quand vous prenez le vaccin, ça développe d'autres anticorps, etc. Il y a tellement de choses. Il faut que la campagne de vaccination reprenne. Parce qu'aujourd'hui, elle est au point mort. Personne n'en parle plus. Voilà. Donc, il faut que l'État comprenne la nécessité de réunir les compétences pour justement parler à ces 400 000 Togolais qui attendent. Puisqu'elle dit qu'on a eu plus de 700 000 doses. 300 000 se sont fait vacciner, il reste 400 000. Ouais. Il faut que le même rythme qui a amené les 300 000 à venir se faire vacciner, il faut que ce même rythme reprenne encore. Et donc, il faut, comme Simé le dit, injecter de l'argent. Il faut sortir de l'argent pour amener des gens, des compétences à aller parler aux populations. Il faut convaincre la population. Nous sommes 7 millions de Togolais et pour la couche qui est ciblée pour se faire vacciner, on n'atteint peut-être pas 1 million. Donc, il faut véritablement aller vers la population, aller dans les campagnes, aller parler aux gens et demander la disponibilité des compétences nécessaires pour trouver la bonne formule et amener des gens. Ça se fait. Vous savez quoi? Vous savez, aux États-Unis, entre-temps, il semble que l'administration américaine promettait $1000 à tout Américain qui va se faire vacciner. Si on a de l'argent, vous savez quoi? Aller là-bas. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. C'est fini, Firouin. Le temps va vite. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Donc, on est là. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le Togo, c'est un beau pays et on a de l'avenir. Donc, les autorités, elles sont en train de faire des efforts déjà, mais il reste beaucoup à faire.
si on veut construire une économie forte, il faut faire circuler l'argent. Et là, on aura une croissance forte. Et les gens vont nous envier. Et moi, je souhaiterais que les investisseurs, qu'ils viennent investir parce que nous avons de l'avenir. Nous avons encore des terres cultivables que nous n'exploitons pas encore. Nous voulons les exploiter. Firmin Teko Agbo. Agbo. Ah, j'allais oublier Agbo. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, merci beaucoup. Merci également à vous, David Diakwavi, de Togo Site. Très bonne suite de nos programmes.